Congratulations, you just finished 100 days of Data Trek. Congratulations, congratulations, hooray! Bam! Alors, bien, c'est bien, merci de me laisser comme ça briser la glace. Alors, moi, mon projet portait sur la prédiction des contacts entre des régions du génome dans l'espace du noyau d'une cellule, donc des contacts en 3D. Et je voulais prédire ça à partir, en fait, de la séquence de l'ADN elle-même, puis je travaillais dans des neurones. Alors, ben, juste pour vous donner une idée, d'abord, l'ADN, c'est une molécule qui est linéaire, mais elle se replie dans le noyau de la cellule, et puis des régions distantes vont venir en contact. Par exemple, un amplificateur ici peut venir en contact avec un promoteur d'un gène et puis favoriser son expression. Quand on applique une méthode, moi, dans mon cas, c'était des données de la technique IC, on est capable d'identifier les points qui étaient en contact. Et donc, on obtient comme ça des intensités de points qui, ici, par exemple, représentent un contact entre cette position sur le chromosome 16 et cette position ici. Donc, la diagonale, bien sûr, c'est là qu'il y a le plus de contacts en proximité. Donc, on a voici donc, des contacts à travers tout le chromosome. Et bon, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans, dans ces contacts-là? Bien, c'est qu'on peut avoir des mutations dans la séquence d'ADN qui vont changer justement ces patrons de contact dans certains des tissus. Et d'ailleurs, c'est un peu parce qu'on a observé justement ces changements-là qu'on sait que la séquence d'ADN va influencer les contacts 3D, là, qui est peut-être le point important ici d'abord. Et donc, si on a des changements à cause d'une mutation, bien, ça peut avoir des impacts néfastes sur le fonctionnement du cerveau. Mais si on est capable de prédire à partir de la séquence quels vont être les contacts, bien, on peut aussi prédire quel serait éventuellement l'impact d'une mutation sur les contacts 3D, puis peut-être éventuellement le risque d'un certain trouble du cerveau. Alors, ben pour faire cette prédiction-là, à partir de toute la séquence du génome, je ne suis pas parti de rien. En fait, je suis parti d'un module Python qui s'appelle Akita, qui implante déjà un réseau de neurones profond pour prédire justement les contacts 3D. Grosso modo, pour vous donner une idée, c'est d'abord, ça travaille avec la séquence linéaire. Ça essaie d'extraire des motifs ou des représentations de cette séquence-là. Ensuite, ça fait une moyenne des points à différents endroits pour produire, donc après ça, des représentations en 2 dimensions. Puis finalement, on va prédire les contacts avec une couche finale là, qui est simplement linéaire. Ça a été entraîné, ce modèle-là, par Fudenberg et ses collègues sur des données de différentes lignées cellulaires, mais pas des neurones. Donc, moi, mon innovation ici, c'est d'adapter ça aux données de neurones que j'avais à ma disposition en utilisant l'approche qu'on appelle l'apprentissage de transfert. Bon, j'avais des données, justement, donc d'abord les cibles, hein, les données de contact, et j'ai dû procéder à différents pré-traitements assez classiques avec ce type de données, donc l'équilibrage des matrices. On calcule une valeur attendue basée sur la distance, puisqu'on s'attend que plus c'est proche, plus il y a de contact, plus c'est loin, moins il y en a. Ensuite, on prend un ratio observé sur attendu, prendre le log. On fait du lissage aussi pour enlever un peu de bruit. Bon, ça, c'est un peu le pré-traitement quand même qui a pris un certain temps. Ensuite, comme on a vu lorsqu'on a eu la présentation de Tariq, bien, quand on veut faire de l'apprentissage, il faut se diviser notre jeu de données en un jeu de données d'entraînement, de validation et de test. Mais là, moi, j'ai une séquence qui est consécutive, puis éventuellement, toutes les régions de séquence pourraient être en contact les unes avec les autres. Donc, comment je fais pour diviser ça en jeu de données indépendants? Bien, en fait, on ne va pas essayer de prendre les contacts entre toutes les régions du génome. On va faire ça dans des sous-régions consécutives où on est capable de mapper, si vous permettez l'anglicisme, les séquences. Mais il y a des endroits qui ne sont pas, justement, où on n'est pas capable de faire le mapping, en particulier ici le centromère qu'on voit au milieu, mais aussi d'autres petits sauts
dans la séquence. Donc, ce qui est contigu, là, les contigs, c'est là qu'on va pouvoir faire les prédictions, puis c'est limité à ça, d'ailleurs, les contacts 3D. Et c'est ça qu'on va diviser aléatoirement en 3 jeux de données. Après ça, à l'intérieur de chaque contig, les unités de données, c'est 1 mégabase. Et bien sûr, j'ai mes contacts 3D, mes réponses. Donc, comment j'ai adapté Akita? 2 approches. Une, c'était de réentraîner avec les approches classiques de réseau de neurones la tête d'Akita, la partie 2D, et la couche finale. Et ça, ben, j'avais à modifier ce qu'on appelle les variables entraînables, enfin pas entraînables, estimables, enfin les trainable variables. Puis, j'utilisais TensorFlow avec les interfaces Keras là, pour faire ça. Puis, donc, la méthode classique pour estimer dans ce cas-là, c'est la descente de gradient stochastique avec des lots de données, dans ce cas-ci, 20 unités pour moi. Puis, j'ai fait ça sur 8 cycles de toutes les données. Donc, dans le langage, la terminologie des réseaux de neurones, on appelle ça des époques. Ça, c'était l'approche plus classique. Mais j'ai voulu simplement aussi estimer la dernière couche, tout simplement, en gardant tout le reste déjà d'Akita. Là, c'est simplement de la régression linéaire. Je me suis rendu compte que ça pouvait se faire de façon exacte. C'est connu depuis longtemps. Je peux le faire pour chaque unité de données. Je ne pourrais pas tout rentrer en mémoire vive, mais il y a des trucs pour le faire qui sont connus depuis 1980. Et donc, j'avais une solution exacte comparée aux solutions stochastiques, donc qui changent toujours un peu de la descente de gradient stochastique. Et en bout de ligne, qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Bien, ce que vous voyez ici, donc en bleu, c'est les prédictions originales avec le modèle original. Je suis dans le jeu de données test ici. Puis en jaune, j'ai mon réentraînement du réseau de neurones sur des données de neurones. C'est un peu paradoxal ici, là, mais j'ai aussi mon entraînement sur la couche finale du réseau. Et bon, là, c'est d'abord l'erreur quadratique moyenne, ou la racine de cette erreur-là, qui était d'ailleurs la mesure que j'essayais de minimiser. Donc, ma fonction de perte, c'était l'erreur quadratique moyenne. Et j'ai atteint un petit peu d'amélioration par rapport aux prédictions originales d'Akita, qui étaient par ailleurs pas du tout sur des neurones. J'ai fait une analyse statistique pour construire des intervalles de confiance, des différences entre la première lignée ici de référence de Akita, celle qui faisait le mieux, et mes prédictions. Puis, c'est statistiquement significatif, mais ce n'est pas sans doute très significatif d'un point de vue d'amélioration de performance. En fait, il faut dire qu'on n'a à peu près pas de gain de performance avec ce que j'ai fait. Puis quand on regarde une autre métrique, une autre mesure de performance qui est la proportion de variance expliquée, donc autrement dit, comment est-ce que mes prédictions sont meilleures que de prendre simplement la moyenne des prédictions, bien là, en fait, les prédictions d'Akita dépassent les performances que j'ai obtenues avec mon réentraînement des données. Donc, il n'y a pas vraiment de gain finalement dans ce que j'ai fait. Pour vous donner une idée aussi, 25 de variance expliquée, c'est correct, mais ce n'est pas exceptionnel. Ici, je vous présente une région, simplement où on voit, il y a quand même pas mal de contrastes ici, des régions dans les données avec beaucoup de contacts, d'autres avec beaucoup moins de contacts. Et qu'est-ce qu'on est capable de voir ici? Bon, on capture quand même certains signaux, mais c'est beaucoup atténué quand on regarde les prédictions, soit à partir de mon estimation de la couche finale ou la meilleure prédiction d'Akita. On a quelques motifs, mais c'est assez limité. Et puis, je vais quand même remercier les auteurs d'Akita qui m'ont bien aidé à comprendre leur code et le modifier, donc Jeff Fudenberg et Dave Kelly. Puis merci aussi à toute l'équipe de randonnée pour cette expérience dans les 100 derniers jours, tous les conseils, l'apprentissage que j'ai pu faire en Python, Git, Jupyter, etc. Merci beaucoup. Bravo Alexandre, c'était une super présentation, tu es parfaitement dans les temps. Du coup, j'encourage notre jury à commencer à poser ses questions. Soit vous pouvez vous démuter directement, soit vous pouvez lever la main pour que je vous appelle. Pierre, vas-y. C'est moi, oui? Oui. Oui, OK, je m'excuse. Oui, présentation très intéressante. En fait, je me demandais,
vous partiez d'où pour faire ce projet-là? Est-ce que vous êtes parti de zéro ou vous aviez déjà une bonne expérience? J'essaie de vous situer un petit peu par rapport aux défis que le projet présentait pour vous initialement. Ouais, ben les données de contact 3D, ça fait peut-être 2-3 ans que je m'y intéresse. L'apprentissage de réseau de neurones, j'ai fait la formation de Google l'année dernière, mais j'étais encore assez au début pour ça. Mais bon, j'ai quand même une formation en statistique, là, donc je veux dire, c'est beaucoup de concepts que je maîtrisais déjà. Le Python, j'ai suivi une formation de Calcul Québec l'année dernière. Donc, j'étais partout un peu, côté informatique plutôt débutant, côté statistique, puis côté compréhension des données. Je pense que j'avais quand même certains bagages, là, oui. Ah, c'est bien. Puis, ben là, vous avez montré que vous avez obtenu des résultats assez comparables à la littérature, en fait, les gens que vous connaissez. Est-ce que vous avez des idées qui vous permettraient déjà d'améliorer même de epsilon juste un petit peu, ou la complication du code vous empêcherait de faire même un petit saut? Bien, en fait, ce que j'avais comme limite, je n'ai pas pu vraiment expliquer, c'est que le jeu de données des neurones est quand même, celui que j'avais, c'est Rajan 2018, n'était pas si à haute résolution que les autres jeux de données qui ont été utilisés précédemment. Mais là, j'ai une collaboration justement avec l'ancien directeur de postdoc de Fudenberg qui a généré des données plus denses. Donc, c'est peut-être avec des meilleures données sur les neurones qu'on va pouvoir faire des progrès. Mais j'ai l'impression qu'ici, effectivement, il y a des spécificités pour les tissus, mais beaucoup de communalité entre les différents tissus. Donc, même en utilisant des lignées cellulaires assez génériques, finalement, on capture beaucoup des phénomènes de contact 3D. En tout cas, c'est ce que j'en conclus jusqu'à maintenant. Mais j'ai hâte de voir avec un meilleur jeu de données si on aura des choses plus spécifiques aux neurones. Projet intéressant. Je vais laisser la place aux autres membres du jury. Merci, Pierre. Je vais y aller avec une question. Merci beaucoup, M. Bureau. C'était très intéressant. Vous avez mentionné justement le point mort plus tôt dans votre projet. Comment est-ce que vous l'avez considéré comme étant un angle mort dans toutes les phases du développement de votre modèle? Pouvez-vous situer? Je ne suis pas sûr de savoir à quoi vous référez. Au niveau visuel, puis il y avait un point mort à considérer au niveau du type de couche que vous avez. C'était dans une de vos diapositives. Il y avait un point mort qui représentait un carré. J'étais curieux de savoir au niveau... qu'est-ce que les régions qui sont... Les trous là, où on n'est pas capable de mapper les séquences, c'est ça? Absolument, absolument. Oui, ben, il y a des régions du génome, effectivement, qui sont répétitives ou pour différentes raisons. C'est pas assez unique qu'on est capable de mettre d'aller apparier finalement la séquence d'ADN qu'on lit avec celle du génome de référence. Donc, ça fait des trous. Alors, c'est un peu pratique de couper finalement ces endroits-là pour faire finalement séparer des jeux de données d'entraînement et tout ça. C'est Jeff Fudenberg qui a eu cette approche-là avec son... Bon, en tout cas, ça me paraît raisonnable. Là, évidemment, ça veut dire qu'on se limite, on n'est pas capable de prédire au-delà de ces régions-là, même s'il y a des contacts au-delà de ça. C'est une limite un peu de l'approche. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je pense que Guillaume avait une question. Ça va être la dernière question, après on passera à la prochaine présentation. Oui, ben merci beaucoup pour cette présentation. J'étais curieux en fait de savoir si il y avait possibilité de rajouter les données de méthylation sur les mesures. Justement, ce que vous disiez sur les différences entre tissus, finalement, d'un point de vue séquence, c'est le même, mais on sait qu'il y a des changements épigénétiques d'un tissu à l'autre. Et si oui, comment vous verriez en fait la modification de l'architecture pour intégrer cette information? Il faudrait que j'y pense pas mal. Là. La méthylation, effectivement, va être spécifique à chaque tissu. À ce moment-là, on aurait peut-être plus de spécificité. Je ne sais pas si c'est vraiment la méthylation ou d'autres choses, mais je sais que, bon, ça, non, il va falloir que je réfléchisse. Là, Oh, pas de problème. C'était au cas où s'il y avait eu justement des choses dans cet aspect-là. Justement, est-ce que ça change la conformation de la chromatine?
Je sais que ça le fait localement, mais pas au niveau de tout le chromosome, par exemple, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est la chromatine qui va se replier. Le lien avec la méthylation, bon, j'ai déjà entendu peut-être des présentations là-dessus, mais ça ne me revient pas vite comme ça, là. Désolé. Pas de souci.